Ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible de sauver des vies. Donnez à nos programmes de soutien aux patients en visitant cancerdurhin.ca. Bienvenue, je suis très heureux de vous voir si nombreux. C'est notre événement le plus important à chaque année, c'est pour les patients et nous sommes là pour vous. Donc, je veux souhaiter la bienvenue à ces femmes. Moi, je crois que je suis la seule personne qui ne parle pas français sur le panel, donc je vais profiter de mes écouteurs. Et j'aimerais donc vous dire, voilà, ici, il y a Dr. Jennifer Brunet, qui est notre spécialiste en exercice oncologue, et elle est vraiment spécialiste dans le domaine. Nous avons la Dr. Gillian Flower, qui est un docteur en naturopathie spécialisé en traitement du cancer, qui va vous parler de choses bien novatrices, de thérapie alternative, de vraiment vivre le cancer. Elle va vous parler de thérapies qui font qu'on se sent mieux au quotidien. Ça nous aide à surmonter les effets secondaires du côté mental, physique et même spirituel. C'est la personne entière qui doit être soignée dans cette expérience du cancer. Et ensuite, nous avons deux patientes. Et là, je vais peut-être oublier quelqu'un. Nous avons Geneviève, représentante de patients. Elle est parajuriste. Vous travaillez à Montréal? Oui. Qui va partager le point de vue des patients. Et j'ai Hélène Veilleux, ici, qui est une retraitée du service de police de la ville de Montréal, qui travaille avec une unité spéciale. Et nous avons aussi Louiselle Godbout, qui était là avec nous l'année dernière. Donc, elle est revenue, on ne lui a pas fait peur. Elle va nous présenter le point de vue d'une pharmacienne. Elle pourra peut-être répondre à certaines de vos questions en ce qui a trait aux effets secondaires des médicaments que vous avez à prendre et aussi de vous parler de façon de gérer votre régime pharmaceutique. Donc, Jennifer, est-ce que vous pouvez commencer? Donc, j'ai très heureuse de voir les réponses aux questions qu'on a posées il y a quelques minutes. Donc, je crois que je prêche à la paroisse. Déjà, beaucoup de gens ici reconnaissent l'avantage de faire de l'exercice avant le traitement, pendant et après. Quand je cherchais un sujet de recherche, quand j'étais en formation, il y a malheureusement eu certaines personnes dans ma famille qui avaient eu un diagnostic de cancer et qui avaient à composer avec les effets secondaires du traitement. Alors, j'ai consacré une grande partie de ce début de ma carrière de trouver une façon de faire la promotion d'activités physiques qui est vraiment praticable pour les survivants du cancer. Il faut l'adapter et il faut comprendre comment l'activité physique est bonne pour chaque patient. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je veux exprimer ou formuler, ou plutôt sensibiliser les gens à l'effet positif de l'exercice. Malheureusement, peu de gens vont faire autant d'exercices que les organismes comme la Société du cancer ont essayé de recommander à l'échelle du pays. Donc, je suis là pour répondre à vos questions quant à quel genre d'activité physique il faut faire, à quelle fréquence, de quelle chose doit-on tenir compte dans votre planification.
Merci, je suis la Dr. Gillian Flower et j'ai eu le grand plaisir de me rendre compte que Jennifer et nous travaillons dans des centres qui travaillent à un projet de recherche en collaboration, donc on pourra en discuter après. Je suis docteur en naturopathie et j'ai le plaisir de travailler avec le Centre de traitement intégré du cancer à Ottawa. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un centre qui aide les gens à passer par le traitement, à discuter de questions de la qualité de la vie, qui cherche à les aider à créer des stratégies pour optimiser leur santé. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'alimentation, de bons aliments, aussi d'éclater certains mythes qui existent quant à l'alimentation. Et j'espère que vous comprendrez qu'il faut avoir une perspective équilibrée en ce qui a trait au régime. Donc, j'ai hâte de répondre à votre question et j'ai hâte à cette discussion. Bonjour, je suis Geneviève. J'ai eu un cancer du rein. J'ai été diagnostiquée en 2014. Je me rends compte maintenant qu'il existe beaucoup de possibilités. Et dans mon cas, on ne m'a pas offert beaucoup de possibilités. La seule possibilité, c'était une néphrectomie parce que la tumeur était en plein centre du rein. Et malheureusement pour moi, les séquelles n'ont pas été faciles. Il y a eu des conséquences pour ma santé suite à cette intervention chirurgique. Et depuis 2014, ça a été difficile. Immédiatement après l'intervention chirurgicale, j'ai eu une pancréatite aiguë. Et parce que c'était un urologue et non une équipe qui travaillait. Dans mon expérience, c'était très difficile d'obtenir de l'information, d'obtenir du soutien. Et c'est toujours un problème. Et mon spécialiste ne parlait pas beaucoup. Alors, j'avais besoin des services de mon médecin généraliste. Heureusement, mon oncle est médecin. Il était à mes côtés à l'hôpital quand c'est arrivé. Une de mes meilleurs amis est pharmacien et donc j'ai eu de l'aide de ce côté-là. Donc j'ai eu un parcours qui était assez difficile, plus compliqué qu'il devrait l'être pour une simple ablation d'un rein. Oui. J'ai été diagnostiquée en fin décembre 2008, donc bientôt un petit peu plus que de 8 ans. Et puis, j'ai eu une période de 4 ans où j'ai été... il n'y a pas de récurrence de maladie. Donc, la récidive est arrivée 4 ans après. Depuis ce temps, j'ai été sur Sutent à 3 occasions et j'ai eu 3 autres chirurgies. Donc, et je suis sur Sutent, en traitement sur Sutent depuis maintenant 1 an. Je vais être en mesure de vous parler des effets secondaires et de comment on vit avec ça. Bonjour, mon nom c'est Louiselle Godbout. Pardon. Je suis pharmacienne à la clinique du cancer ici à Ottawa. Je suis ici surtout pour essayer de soulager vous aider à soulager les effets secondaires. S'assurer. It's just reverberating. Oh! I'm French. Talk with our hands. C'est surtout pour vous aider à soulager les effets secondaires, voir qu'est-ce que le pharmacien peut vous aider à ce moment-là, s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse pour s'assurer que vous avez le plein bénéfice de tous vos traitements et que vous pouvez continuer vos traitements aussi longtemps que possible. Vos traitements sont ici pour vous aider à votre qualité de vie. On ne veut certainement pas nuire à votre qualité de vie. Puis on est ici pour répondre à vos questions. Merci. Non. Before we get started, Avant de commencer, est-ce qu'il y aurait des questions de la part du public pour un panéliste? I'm on Sutent and I have always acid reflux. J'ai une question pour Mme Godbout. Je prends le Sutent, mais j'ai le reflux
acidés. Et je veux savoir si ce que je fais pour le contrer serait bon. Il y a beaucoup de médicaments qui peuvent avoir une interaction avec les inhibiteurs de pompe de protéines, les PPI en anglais. Alors, l'absorption par l'estomac diminue. Donc, on cherche à recommander d'utiliser un antagoniste H2, tel que le Zantac, le cimétidine ou d'autres, pour que cet effet sur le pH de l'estomac soit plus court. Alors, si vous prenez un produit antacide ou un agent qui bloque le H2 le soir et vous prenez votre Sutent le matin, donc d'avoir une période de 10 heures entre les deux, que vous pourrez obtenir l'absorption maximale pour du sunitinib. Il n'y a pas de différence si vous prenez un ou l'autre le matin, mais il faut les séparer d'au moins 10 heures. Ça fait que vous en prenez un le matin, un le soir, pas de différence laquelle. Another question? Il y a une autre question, une question pour Hélène. Votre récidive a eu lieu 4 ans plus tard. Je me demandais où elle a eu lieu. Eh bien, la première récidive, c'était au diaphragme et sur le psoas. Du même côté où la tumeur rénale avait été. Question suivante. Enfin, moi, j'ai quelques questions. Où? C'est le docteur Réon. J'ai une question pour la docteure Brunet en ce qui a trait à l'exercice. Le Sutent a beaucoup d'effets secondaires en ce qui a trait à un syndrome de main et des pieds et ça rend l'exercice difficile pour les gens qui aiment courir. Quels autres exercices seraient adéquats? Qu'est-ce qui est bon pour quelqu'un qui ne peut pas subir ces impacts physiques? Alors, j'aimerais donc démystifier ce qu'est l'exercice. Pour moi, c'est plus un point de vue du mode de vie et l'activité physique, c'est n'importe quel mouvement que peut faire le corps humain. Alors, avec tous les patients avec lesquels je travaille, on cherche à leur expliquer que l'exercice n'est pas nécessairement aller au gym, avoir une routine aérobique. Parfois, c'est utiliser la résistance, ce qui peut renforcer la force osseuse. Et quand je travaille avec les adolescents et les jeunes adultes, nous avons certaines personnes qui ont eu des membres amputés et donc on a dû chercher des formes alternatives d'activité physique. Et tout récemment, j'ai examiné les avantages d'une thérapie par le yoga. C'est vraiment faire qu'on bouge son corps, qu'on est plus conscient de ce que notre corps peut et ne peut pas faire. On a fait beaucoup d'adaptations avec les patients pour les exercices qu'on fait en groupe. Les gens qui ont des problèmes avec l'équilibre, par exemple, on leur faisait faire des exercices au sol. Et donc, ce n'est pas toujours une question de courir, de faire du jogging ou de faire des activités aérobiques assez exigeante, mais c'est de faire du mouvement que le corps aime faire, que vous aimez faire. Parfois, il s'agit simplement de marche, de vélo stationnaire, si vous avez des problèmes d'équilibre, où il y a beaucoup de gens qui ont la fatigue liée au cancer, des niveaux de fatigue qui perdurent. Et donc, on leur demande de trouver un moment où ils sont vraiment, un moment de la journée où ils se sentent bien physiquement. Et est-ce que vous recommandez de le faire de façon quotidienne ou de façon hebdomadaire? Avec Cancer Care Ontario, nous avons publié des ligne directrice d'activité physique pour tout patient ou tout survivant du cancer. Et là, on recommande de faire
l'activité physique de façon répartie au cours de la semaine, donc pas seulement en 1 ou 2 sessions. Donc, on recommande que les gens fassent de l'activité physique tous les jours. Et si les gens ne peuvent pas faire 30 minutes, on les encourage à en faire en petite période de 10 minutes. Donc, une petite marche le matin, une marche après avoir mangé à midi. Donc, essaie aussi d'en faire un petit peu plus tous les jours. Et l'autre recommandation, c'est vraiment d'interrompre le temps qu'on passe assis le plus possible. On ne devrait pas passer beaucoup de temps assis en se reposant. Eh bien, c'est différent si on dort, bien sûr. Mais si vous êtes assis depuis une demi-heure ou 1 heure, allez simplement faire un circuit autour de la table à dîner, par exemple. Oui, et les activités ménagères sont aussi l'activité physique. Quand on demande aux gens qu'est-ce que vous faites comme activité physique, ils vont nous dire j'en fais très peu, mais ensuite quand on commence à discuter avec eux et on examine ce qu'ils font tout le temps, ils ont passé l'aspirateur parce qu'ils veulent que tout soit très propre. Peut-être qu'ils font plusieurs fois par jour, ils ont fait la lessive, ils doivent monter l'escalier, descendre, faire du jardinage. Alors quand je leur demande de choisir quelque chose qu'ils aiment, si vous faites du jardinage dehors avec votre conjoint à l'air frais, et si vous aimez ça, ben, il s'agit d'activité physique. Alors, on a une question pour Stephen. Est-ce qu'il y a, par exemple, quelque part où quelqu'un comme ma mère qui avait des problèmes, elle a visionné des émissions à la télévision aux États-Unis, l'exercice qu'on fait dans son fauteuil. Est-ce que vous savez où on peut avoir accès quand on habite dans une région rurale et il n'y a pas d'endroit où on peut se rassembler pour faire de l'activité physique? Est-ce qu'il existe quelque chose dont on peut profiter à la télévision, par exemple? Eh bien, ma réponse, c'est non. Et je peux vous le dire parce que nous avons eu une subvention de la Société canadienne du cancer pour voir quelles sont les ressources pour l'activité physique pour les gens qui ont un cancer dans les régions urbaines et rurales. Et bien, malheureusement, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de programme sur des programmes pour les régions isolées, par exemple dans le nord de l'Ontario ou à d'autres endroits. Alors, on veut s'assurer que les gens ont l'accès à ce genre de programme. Alors, j'ai 2 questions. Une pour Louiselle. L'interaction des aliments avec des médicaments. Par exemple, pour le Sutent, on nous a dit de ne pas manger de pamplemousse. Eh bien, hier, on se demandait si on pouvait consommer une orange. Est-ce que vous pouvez nous en parler? À cause de la façon dont on métabolise certains de ces médicaments, il y a une enzyme utilisée pour le métabolisme. C'est quelque chose qu'on trouve dans le pamplemousse, mais pas dans les oranges, mais dans les pomelos et les oranges de Séville. Les oranges de Séville, ce sont les oranges que les Britanniques vont en majorité utiliser pour faire de la marmelade. Parfois, en Amérique du Nord, on ne se sert pas de ces oranges de Séville pour faire la marmelade. Alors là, si vous aimez la marmelade, il est important de voir quelles oranges sont employées pour la confectionner. Et on n'a pas pu quantifier quelle quantité va faire de l'interférence. Par exemple, si on a une cuillère à table de marmelade sur le toast le matin, est-ce que ça cause un problème avec le Sutent? Et l'autre chose, c'est vraiment de la consommer à un autre moment. Les inhibiteurs de ces enzymes sont dans le pamplemousse, les oranges Séville et les pomelos. Mais personne n'a quantifié ce que c'est. Alors, on dit simplement, bon, il ne faut pas le faire. En général, les gens vont dire, oh, j'aime pas les pamplemousses, alors c'est pas un problème. Et c'est aussi une interaction que ces aliments ont avec d'autres médicaments. Donc, beaucoup de patients ont cessé de consommer
du pamplemousse, mais il y a aussi les pommes grenades et le star fruit. Et là aussi, on va peut-être pas avoir pouvoir profiter du médicament pleinement à cause de ces inhibiteurs. Alors, quand j'ai commencé à prendre du Sutent il y a plusieurs années, certains cliniciens qui ne connaissent pas bien ces médicaments ont écrit des ordonnances pour des médicaments qui avaient une interaction avec cela et qui me présentaient des arguments. Par exemple, moi, je savais que je ne devais pas prendre de médicaments pour le rhume quand je prenais du Sutent. Et ça, c'était un défi. Comment est-ce que vous recommanderiez, premièrement, de vérifier pour des interactions? Et la deuxième chose, c'est de parler aux cliniciens ou même aux pharmaciens quand vous allez chercher votre ordonnance pour vous assurer que vous ne vous posez pas de risque. Alors, une bonne chose, c'est d'avoir des relations avec une pharmacie en particulier. Donc, ces pharmaciens vont savoir tous les médicaments, quels sont tous les médicaments que vous prenez. Les médicaments pour la toux, le rhume, bien là, il y en a beaucoup et c'est compliqué. Ce ne sont pas tous qui ont les mêmes médicaments. Le produit que vous devez éviter, c'est un décongestant qui a un effet sur votre tension artérielle, sur beaucoup d'agents, et parce que beaucoup de médicaments pour le cancer rénal sont des agents vasculaires. C'est pas un problème avec l'immunothérapie. Alors, c'est important d'avoir de bonnes relations avec votre pharmacien et le pharmacien peut discuter avec votre médecin pour déterminer s'il a une interaction très importante. Et du côté des remèdes pour les rhumes, les gens vont prendre du Tylenol ou de l'Advil ou du Aleve qui peut avoir un effet assez important sur les reins. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on devrait éviter? Eh bien, moi, je dirais que tous l'ibuprofène, l'Advil, l'Aleve, c'est naproxen. Si on la consomme rarement et pas de façon continue, ça ne va pas probablement poser de grands problèmes. Le problème, c'est que ces médicaments peuvent augmenter votre tension artérielle et ça, c'est un problème avec ces agents oraux. Donc, il faut être prudent. L'autre préoccupation, c'est que certains patients qui sont en chimiothérapie, et donc les autres agents sont des agents ciblés et pas une chimiothérapie. La chimiothérapie a un effet sur les plaquettes dans le sang, ça a un effet sur la coagulation et le Aleve, le naproxène peut avoir aussi un effet là-dessus. Donc, il s'agit d'un autre type d'interaction qu'on peut avoir. Alors, donc, de façon rare, si on a une articulation qui fait mal et vous voulez en prendre une, c'est pas un problème. Mais si vous voulez vous en servir de façon régulière, là, c'est probablement quelque chose qu'il faudrait éviter. J'ai deux questions pour Dr. Flower. Jillian, deux choses. Les médicaments naturopathiques ne sont pas adoptés partout dans le système médical occidental traditionnel. Certains médecins acceptent ça et d'autres non. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a d'autres possibilités quand on a des problèmes comme celle dans laquelle je me trouve maintenant, j'ai le problème, le pire rhume que j'ai jamais eu de ma vie. Est-ce qu'on peut utiliser quelque chose, un médicament naturopathique pour diminuer les symptômes sans avoir d'interférence avec les médicaments qu'on prend? Je vais commencer en répondant à votre deuxième question en premier. En fait, mon travail a été facilité parce que je suis ravie de rencontrer ma collègue aujourd'hui. Nous allons nous revoir sans aucun doute. Mais ceci ne signifie pas que ça représente des effets secondaires. Il y a un agent naturel qui est à peu près la même chose. C'est le médicament qu'on prend pour les verrues. Je crois que nous devons faire attention à tout ceci et c'est la raison pour laquelle je crois qu'une
stratégie serait préférable. On doit espacer les médicaments et consulter, par exemple, lorsqu'on prend des médicaments comme le millepertuis. Je crois que si on espace la prise de ces médicaments, on évite les réactions secondaires. Évidemment, pour la grippe ou pour un rhume, il y a d'autres stratégies à utiliser, comme par exemple des inhalations, du repos, boire beaucoup de liquide, c'est-à-dire les conseils que nous donnaient nos grands-mères, qui sont toujours valables aujourd'hui. Par exemple, si on a des infections chroniques, il faut savoir quel médicament prendre. Donc, je vous dis que oui, il y a d'autres options qui sont disponibles. Évidemment, si vous avez une infection au niveau du système respiratoire, c'est différent, mais notre mission, c'est d'essayer d'engendrer l'intégration de chacun, et c'est la raison pour laquelle nous aimons parler du travail que nous faisons, parce qu'évidemment, nous voulons répondre beaucoup mieux aux patients, et nous devons aussi mettre les patients au courant des différentes techniques que nous utilisons. Nous existons depuis plus de 100 ans. Nous avons un permis, nous avons une association. Nous sommes une profession qui est reconnue de façon légitime et juridique en Ontario, mais en ce qui concerne la médecine dans d'autres pays orientaux, c'est beaucoup plus accepté qu'ici. Ce que nous faisons afin d'augmenter l'intégration, c'est que nous avons plusieurs médecins comme moi-même, nous avons des acupuncteurs, des travailleurs sociaux, des experts en diététique, des nutritionnistes. Nous travaillons en équipe et nous voulons tenter d'atteindre la communauté pour leur enseigner et montrer aux autres fournisseurs de soins de santé afin de les renseigner sur ce que nous faisons. Comment peut-on entrer en contact avec vous? Est-ce que il faut que nous soyons référés par notre médecin? Non. Vous pouvez tout simplement demander de l'information et venir tout simplement vous renseigner à notre centre. Malheureusement, il y a très peu de centres semblables au Canada. Il y a un autre centre qui s'appelle, qui a à peu près le même nom en Colombie-Britannique, mais malheureusement, ces centres de cancérologie intégrative d'Ottawa sont en très petit nombre. En fait, ce que nous tentons d'offrir à la plupart de nos patients, c'est une approche complémentaire parce que la majeure partie des patients sont soignés par leur oncologue, par leur médecin de famille. Et nous les encourageons à travailler également avec nous. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a d'autres solutions de rechange qui peuvent être ajoutées au traitement. Vous avez dit qu'on n'est pas obligé d'être référé par un médecin de famille pour aller à votre clinique. En tant que patiente, je pense que vous devez quand même en parler à votre médecin parce que du côté financier, vous aurez peut-être besoin d'avoir une référence ou d'être référé à votre centre pour pouvoir être couvert par votre assurance, parce que très souvent, il y a des dépenses supplémentaires et mieux vaut que votre médecin soit au courant. À ce moment-là, vous pourrez éventuellement être couvert par votre assurance. Je crois que, selon moi, c'est extrêmement important. Oui, en effet, c'est très important. C'est primordial. Évidemment, il y a plusieurs compagnies d'assurance qui ne couvrent pas, par exemple, les massages.
Et je sais qu'encore une fois, il est important d'en parler aux médecins pour avoir un éventail de possibilités pour obtenir les meilleurs soins possibles. Andrew? Donc, suite au sondage, on disait que presque 50% des patients changent leur régime alimentaire. Est-ce que ça aide? Y a-t-il des preuves de ceci? Moi, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont devenus végétariens lorsqu'ils ont été diagnostiqués. Qu'en pensez-vous? J'aimerais avoir l'avis des patients à ce sujet. Je suis ravie que vous ayez parlé de tout ceci. Il y a beaucoup de mythes qui circulent. Par exemple, lorsqu'on a une ordonnance de sous-temps pendant 1 an ou 2, il est évident qu'on ne veut pas effectuer de changements qui soient trop radicaux. Alors, on veut savoir comment est-ce qu'on peut en tenir compte. Dans la littérature, on dit qu'un contenu très élevé en fruits et en légumes semble être l'ultime protection et la protection la plus importante contre le cancer. Si vous avez reçu d'autres diagnostics, la situation peut être différente. Mais mangez plus de fruits, plus de légumes. Et je sais que ça n'est pas nouveau. Vous en avez certainement entendu parler plus tôt. Mais je crois que c'est vrai. Il y a aussi certaines preuves à l'effet que les pesticides pourraient jouer un rôle en ce qui concerne le cancer du rein ou la récurrence du cancer du rein. Apparemment, maintenant, les patients se rendent compte que l'alimentation est primordiale. Mais peu importe le régime suivi, il ne faut pas que ça engendre un stress supplémentaire. Mais encore une fois, je soulignerai une augmentation de l'absorption des fruits et des légumes. Eh bien, je crois que quelquefois, c'est difficile d'adhérer à un tel régime, mais essayez d'incorporer des fruits et des légumes dans tout ce que vous mangez. En 2 mots, en fait, arrêtez de manger des chips et mangez plutôt des légumes et des fruits. En fait, un commentaire. La plupart de vous qui êtes sous traitement allez avoir une aversion envers un aliment ou ça va peut-être faire en sorte que votre condition va empirer. À ce moment-là, vous les évitez, mais essayez d'intégrer, par exemple, des fruits et des légumes. Si vous n'aimez pas le brocoli parce que votre diarrhée devient pire qu'elle est, eh bien, n'en mangez pas. J'aimerais parler à nos patientes. Moi, j'ai effectué des changements radicaux au niveau de mon style de vie. Est-ce que vous avez... Je vais répondre en français. Je vais être plus à l'aise. Je pense que on avait déjà une bonne alimentation à la maison. Oui, plus de légumes, beaucoup plus de fruits, j'ai essayé. Avec le traitement sur Sutent, beaucoup de smoothies. Ça fait du bien quand c'est des choses qui sont froides. Il y a certains étés, j'avais beaucoup de lait frappé, milkshakes, ice cream. It's smooth, ça aide beaucoup. Il y a côté changements radicaux, viande rouge. J'ai beaucoup coupé la viande rouge. Puis dans les aliments, là, vraiment, c'est beaucoup la viande. J'ai beaucoup de difficultés sur ce temps avec la viande. Donc, j'ai beaucoup coupé la viande, plus de portions. J'essaie d'inclure plus de portions de légumes dans mon assiette. Geneviève? On m'a demandé d'éliminer le sel dans mon régime et de ne pas manger, par exemple, de hot dog ou de McDonald's. En fait, je n'en mangeais pas beaucoup, mais maintenant, j'y pense souvent.
Lorsque je suis sur la route, j'essaie de manger autre chose. Et j'ai également coupé sur la viande rouge et je ne mange pas du tout de malbouffe. Est-ce que vous aimeriez donner des conseils à ceux qui vivent avec le cancer du rein? Geneviève, vous nous avez dit qu'on ne vous avait pas présenté toutes les options au premier stade de votre cancer. Aujourd'hui, vous avez appris beaucoup, n'est-ce pas? Quelquefois, c'est difficile lorsqu'on voit qu'il y a bien d'autres solutions de rechange, d'autres options. Est-ce que vous avez des recommandations à faire aux patients? Premièrement, je dois dire que ça va vraiment très, très vite. Lorsque le diagnostic de la masse est effectué, ça va extrêmement vite. Je parlais à Nicole aujourd'hui. Elle m'avait dit de demander un second avis, une deuxième opinion, parce qu'évidemment, elle pensait que ma condition était assez bizarre. Donc, elle voulait que je consulte Dr Tanguay à Montréal. En ce qui concerne mon cas, j'avais tellement peur d'offenser mon neurologue parce qu'il était là, parce qu'il m'a reçu si rapidement, mais j'avais tellement peur parce que et on m'a dit, écoute, le neurologue m'a dit, évidemment, il faut que tu ailles en chirurgie. Il te faut une néphrectomie le plus rapidement possible. Mais j'avais tellement peur de le blesser. Au Québec, il y a un problème. Évidemment, on sait qu'il est très difficile de consulter un médecin. Et d'ailleurs, si je vois cet autre médecin, il va dire, écoutez, mon cas n'est pas important. Mais en fait, j'étais entre deux chaises. Ils ont vu la masse quelques mois avant que mon médecin soit malade et par la suite, ils ont remarqué que la tumeur avait grossi. Donc, quelle était l'option pour moi? Quel était mon choix? Selon mon médecin, c'était une néphrectomie radicale. Et d'ailleurs, mon médecin ne m'avait jamais parlé du fait qu'il y avait d'autres options. Il m'a fait un dessin sur un papier. Il m'a montré la tumeur et c'est de cette façon que cela s'est produit. Écoutez, lorsqu'on rencontre le médecin pour la première fois, on ne sait quoi dire. Et en un jour, bon, on m'a dit, est-ce que tu as un testament? Il faut que tu te fasses opérer. C'est très important. Il te faut une néphrectomie, l'ablation du rein. Et il est évident que quand on est revenu dans la voiture, j'avais presque une date qui était fixée pour ma chirurgie. Non, je n'ai pas eu de deuxième opinion. Mais maintenant, en rétrospective, je pense qu'on devrait peut-être consulter un autre médecin. Je suis toujours avec mon oncologue. C'est un merveilleux médecin. Peut-être qu'il ne parlait pas, que ça n'était pas le plus loquace, mais je crois qu'il est important de s'arrêter et de réfléchir au fait qu'on doit consulter peut-être et pour avoir un deuxième avis. Évidemment, lorsqu'on vous donne ce diagnostic, eh bien, on se sent malade, on a l'impression qu'on va s'évanouir. Donc, les décisions s'accélèrent, mais la situation est très grave. Il est évident qu'il faut s'arrêter à ce moment-là. Il faut respirer profondément par le nez et essayer de planifier et de se questionner avant de sauter à pieds joints. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ceci avec nous. Avez-vous d'autres conseils à donner aux patients? Vous suivez un traitement différent. Est-ce que vous aimeriez nous en parler? Je dirais depuis le diagnostic, il y a 8 ans, je veux juste dire que c'est possible de bien vivre, puis de continuer nos activités. Je me souviendrai toujours, quand j'ai eu le diagnostic, je vais regarder JP, on avait des vacances de cédulés 6 mois plus tard, on avait une relâche qui s'en venait, puis lui, il dit, on annule tout. Non, on n'annule pas. Le docteur a dit que ça va être correct après la néphrectomie. Go! Après ça, on continue. J'ai continué mes activités, j'ai continué mon sport.
Je vous dirais que j'ai été opérée le 19 janvier et en juillet de la même année, on était à Vancouver, il y avait des Olympiques, des policiers-pompiers. J'ai nagé. Après ma première nage, j'ai touché au mur, puis je suis revenue, je lui ai dit « Hey, on nage encore vite avec juste un rein, tu sais. » Mais c'est ça, on est capable. On fait des voyages. On a réussi à faire des beaux voyages, profiter de la famille. Maintenant, j'ai pris ma retraite, mais je suis encore hyper active. Je suis une hockey mom à 100% 1000 à l'heure. Mon fils s'entraîne 4 matins par semaine à l'aréna. On fait les lifts, puis je suis là dans les estrades pour l'encourager. C'est ça. On continue, puis il faut être en forme. Puis oui, le yoga, oui, le massage. Je vais parler un petit peu pour ma paroisse, parce qu'après avoir été diagnostiquée, j'avais un but pour préparer ma retraite, et puis je suis allée prendre mon cours de massage. Je suis maintenant... puis je travaille avec des sportifs. Et puis, dans mon traitement, après mon cycle de 2 semaines, j'ai toujours mon petit cadeau. J'ai une consoeur de travail qui a pris son cours en masso-oncologie. Puis quand mon traitement du temps est terminé, quand je suis dans ma semaine de pause, je me paye tout le temps une bonne heure et demie de massage avec elle. Mais c'est ça, c'est des petits cadeaux de la vie à tous les jours. Puis oui, prendre des bonnes marches, prendre de l'air, jardiner. On peut réussir même avec les effets détestables du temps. Thank you so much for sharing. And you give me hope. Because, you know, everything that you... Oui, vous nous donnez beaucoup d'espoir. En fait, vous êtes très bien après 8 ans, mais je sais que vous avez de très mauvaises journées. Et je crois que lorsque vous dites que c'est possible, c'est possible. Donc, ça, c'est très encourageant pour nous. Merci beaucoup d'avoir partagé ce que vous avez partagé avec nous. OK. Oui, j'avais une question. Moi, j'aime bien prendre un petit verre de vin. Ça a été un deuil avec le Sutton. Alors, je repose la question. Qu'est-ce que vous pensez du verre de vin pendant le traitement? À moi? Ben, oui, probablement. Je supporte la qualité de vie. Fait que si vous voulez un verre de vin, je vous l'empêche pas. Si je peux juste répondre côté patient, moi, je vous dirais que ça dépend dans mon cycle. Quand je suis à la fin, dans ma 2e semaine, je ne touche pas au vin. Mais oui, dans la semaine de congé ou au début de la semaine, ça va. Mais plus le blanc et le rosé, rouge, je passe pas. Pour les reflux. Et moi, je dirais tout en modération. Alors, si un peu vous plaît, je crois que c'est correct aussi. I think that's great news for the audience. And Je crois que ce sont d'excellentes nouvelles pour l'auditoire. Une question rapide. Je voulais juste poser la question pour la perte d'appétit. Je ne sais pas si vous avez des suggestions à ce niveau-là. C'est bien difficile, c'est vrai. Alors, ça dépend un peu du cas, mais je dirais de prendre des petits repas plutôt que d'essayer de manger tout un grand repas. Et comme ça, vous n'avez pas le but d'avoir tout mangé, mais vous pouvez réussir à manger un petit peu à la fois. And that can be a goal. That can be encouraging to see that you are getting some food in. C'est très important de manger des matières grasses qui ne sont pas saturated fats, mais qui viennent des avocats, qui viennent du poisson, qui viennent des huiles, parce qu'ils vont avoir le montant le plus élevé de calories. Alors, vous allez avoir le plus de nutrition et le plus de bénéfices caloriques d'une petite montant de nourriture. Pour les personnes qui manquent de l'appétit, je trouve aussi que les soupes, les nourritures qui sont faciles à digérer aussi, ça aide beaucoup. Alors des smoothies, je crois qu'on a déjà mentionné aussi, si on peut mettre des poudres de protéines dedans, encore des huiles pour augmenter le taux calorique, que ça peut aider à avoir le maximum de bénéfices de ce que vous arrivez à manger. Thank you. And if you have questions, I think our panelists... Si vous avez des questions, le panel
sera ici et pourra répondre à vos questions. Donc, j'aimerais remercier ces dames. Nous avons beaucoup apprécié et je crois que les informations que vous nous avez